Mon père m'a coupé les vivres pour faire plaisir à sa nouvelle épouse et il riait dans mon dos. Alors je me suis tue. Et ce qui s'est produit ensuite a bouleversé leur petite vie parfaite. Je m'appelle Ellie, j'ai 22 ans. Ce que je vais vous raconter n'a rien d'une fiction familiale stéréotypée, c'est ma propre histoire. Jamais je n'aurais imaginé devoir un jour publier un témoignage comme celui-ci, mais parfois, la vie prend un tournant inattendu. Pour comprendre pleinement le chaos qui a suivi, il faut d'abord connaître un peu mon passé. Ma mère, Sarah, était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle planifiait tout dans les moindres détails. Elle occupait un poste de responsable en comptabilité et avait ce don d'organiser chaque aspect de sa vie, papiers bien rangés, factures classées, assurances soigneusement archivées, rien ne lui échappait. Elle avait même rédigé son testament des années avant de tomber malade. À l'époque, cela me semblait un peu étrange, mais aujourd'hui je comprends. Elle répétait souvent qu'elle voulait s'assurer que je sois protégée, quoi qu'il advienne. Maman est décédée d'un cancer de l'intestin lorsque j'avais 18 ans. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà traversé une telle épreuve, mais voir quelqu'un qu'on aime se détériorer lentement est une douleur insoutenable. Pourtant, elle s'est battue pendant 4 longues années, sans jamais se plaindre. Elle a quitté son travail pour se consacrer entièrement à son traitement, et malgré la maladie, elle continuait de tout prévoir, s'assurant que la maison, les finances et mon avenir soient en ordre. Peu de temps avant de partir, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit calmement, « Ellie, cette maison est désormais la tienne. C'est ton foyer. Promets-moi d'en prendre soin, toujours. » J'étais si jeune, à quelques semaines seulement de mon entrée à l'université, et je ne comprenais presque rien à ses responsabilités. Mais une chose était claire, cette maison représentait tout ce qu'il restait d'elle. Maman l'avait achetée bien avant de rencontrer mon père. Elle avait travaillé sans relâche, remboursé l'intégralité du prêt immobilier, et construit pour nous une vie paisible. Elle avait tout prévu pour que la maison me revienne, à moi seule. C'est à ce moment-là que mon père est réapparu dans ma vie. Mes parents avaient divorcé quand j'avais 9 ans. Il n'y avait pas eu de drame, ni de bataille juridique, ni de querelle sur les biens. Mon père était simplement parti. Il avait rencontré une autre femme, Diane, et décidé de recommencer ailleurs. Il s'était remarié rapidement et avait eu une fille, ma demi-sœur Maya. Pour être honnête, mon père avait tout de même fait une chose correcte, il avait financé mes études universitaires en ouvrant un compte séparé à cet effet. C'était, à sa manière, une forme de pension alimentaire. À l'époque, je ne ressentais pas vraiment de colère. J'avais simplement accepté que je ne faisais plus partie de sa nouvelle famille. Je leur rendais parfois visite pendant les fêtes. Diane n'a jamais été ouvertement méprisante, mais il était évident qu'elle ne me considérait pas comme l'une des leurs. Elle m'invitait à dîner avec un enthousiasme exagéré qui sonnait faux. « Ellie, tu peux rester dîner si tu veux », disait-elle d'un ton faussement chaleureux en remuant une casserole. Cette attitude me mettait mal à l'aise. Quant à mon père, il travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Maya avait environ 10 ans de moins que moi, et bien que j'aie tenté de créer un lien avec elle, je me sentais toujours comme une étrangère lorsqu'on m'accueillait chez eux. Vous savez, cette sensation sourde qu'on éprouve quand on comprend qu'on n'est pas à sa place. Il vivait alors dans une maison en location, modeste mais confortable. Lorsque maman est décédée, j'étais submergée et incapable de prendre les bonnes décisions concernant la maison. Mon père et Diane sont venus immédiatement après les funérailles, et à ma grande surprise, ils m'ont proposé leur aide. Mon père m'a dit qu'il valait mieux ne pas rester seul, que c'était trop pour moi dans cet état, et qu'il valait mieux qu'il s'installe pour l'été afin de m'aider à gérer les choses. Je n'ai pas protesté. J'étais brisée. Je venais de perdre ma mère, mon repère, et l'idée de rester seule dans cette grande maison silencieuse m'angoissait profondément. Diane a pris un air compatissant, feignant d'être présente pour moi, tandis que Maya explorait la maison comme si c'était un terrain de jeu. Je me souviens avoir passé des heures dans le bureau de maman, désormais le mien, à contempler ses diplômes accrochés au mur et ses classeurs impeccablement rangés. Elle s'était donné tant de mal pour me laisser un foyer, et moi, je n'arrivais même pas à ouvrir un tiroir. J'ai laissé papa et Diane s'installer dans la chambre d'amis, et Maya a pris possession de l'atelier de loisirs de maman. Vers la fin de l'été, alors que je me préparais à partir à l'université dans un autre état, mon père a évoqué un matin au petit déjeuner la possibilité qu'il reste dans la maison pendant mon absence.
Il a posé sa tasse de café et m'a dit que s'il restait, je n'aurais pas à me soucier des factures, de l'entretien ou de laisser la maison vide. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Diane a approuvé en retournant des crêpes à la poêle, affirmant qu'il prendrait soin de tout et que je retrouverais la maison en parfait état à mon retour. À ce moment-là, cela me semblait logique. Durant l'été, ils avaient été plutôt respectueux. Diane s'était même adoucie, me préparant des repas, m'invitant à ses réunions de club de lecture où des femmes d'âge mûr débattaient passionnément de romans sentimentaux discutables. Maya avait commencé à m'appeler sa grande sœur cool, ce qui, je l'avoue, m'avait touchée. Alors j'ai accepté. Je ne voyais pas le mal. Je leur faisais confiance. Pendant les 4 années suivantes, je rentrais pour les vacances et les fêtes. Et franchement, tout semblait bien se passer. Diane préparait de grands dîners de retrouvailles, mon père lançait ses plaisanteries sans finesse, et Maya me racontait ses petites histoires de collège. J'ai fini par croire que nous étions devenus une famille recomposée un peu étrange mais fonctionnelle. Il y avait bien quelques détails qui me dérangeaient, comme Diane qui déplaçait les meubles sans m'en parler ou ses remarques à peine voilées sur la décoration, mais je laissais couler. Cela ne valait pas la peine d'en faire une histoire. J'ai appelé mon père pendant ma dernière année à l'université pour lui annoncer que j'avais accepté un poste dans ma ville natale. Il semblait ravi. C'est une excellente nouvelle, Ellie, on préparera la maison pour ton retour. Je n'y ai pas réfléchi davantage. J'ai obtenu mon diplôme, emballé mes affaires et entrepris le long voyage du retour, pleine d'enthousiasme à l'idée de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. J'aurais dû comprendre que quelque chose clochait dès l'instant où le taxi s'est arrêté devant la maison. Il y avait de nouveaux rideaux aux fenêtres. De petits détails avaient changé. Les rosiers que maman avait plantés étaient toujours là, mais taillés différemment. Le porche avait été repeint. Je n'y ai pas prêté trop d'attention, jusqu'au moment où j'ai sorti ma clé et qu'elle n'entrait pas dans la serrure. C'est là que tout a commencé à se déliter. Je n'oublierai jamais l'instant précis où j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Le taxi m'a déposé un après-midi doux et ensoleillé. Tout semblait parfait pour un nouveau départ. J'avais 22 ans, un diplôme en poche, un emploi assuré et le cœur prêt à réintégrer la maison que j'avais toujours considérée comme la mienne. Je me souviens m'être arrêté un instant devant la porte, valise à la main, respirant ce mélange familier de roses et d'herbes fraîchement coupées. Les rosiers de maman étaient toujours là, mais taillés avec cette forme arrondie si typique de Diane. Ce sont ces petits détails que j'ai remarqués en premier, des changements subtils. Je suis montée sur le perron, j'ai sorti ma clé et je l'ai glissée dans la serrure, déjà en train d'imaginer ma première nuit de retour dans ma chambre. Tout au long du trajet, je m'étais représenté le moment où je jetterais mes affaires sur le lit, que je déballerais un peu, puis m'endormirais profondément après un si long voyage. Mais la clé ne tournait pas. J'ai essayé encore une fois, rien. Je suis restée figée, le souffle suspendu, regardant la porte comme si j'avais oublié comment fonctionnait une serrure. J'ai secoué la clé, forcé un peu, mais toujours rien. C'est pas possible, ai-je pensé. Je suis sans doute fatiguée ou alors la serrure est bloquée. J'ai frappé à la porte, un sourire encore sur les lèvres, l'espoir intact. Quelques secondes plus tard, Diane a ouvert. Elle portait un tablier, les mains couvertes de farine, comme si elle venait de sortir un gâteau du four. Pendant une fraction de seconde, son visage s'est vidé de toute expression. Puis elle a collé un sourire factice sur ses lèvres et m'a dit, « Ellie, que fais-tu ici ?» Cette question m'a frappée comme une gifle. Que faisais-je ici? Je vis ici. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai réussi à balbutier, je reviens vivre ici. Je vous l'avais dit, vous vous souvenez? Son sourire s'est affaissé. Ah oui, a-t-elle murmuré, comme si elle venait de se souvenir d'un détail insignifiant, oublié sur une liste de courses. Elle s'est écartée à contre-cœur pour me laisser entrer. Dès que j'ai roulé ma valise à l'intérieur, j'ai eu l'impression de pénétrer dans une version étrange de ma maison. Le salon était méconnaissable. Les meubles de maman étaient toujours là, mais déplacés. La décoration rustique et kitsch de Diane avait envahi les étagères et la cheminée, des plantes artificielles, des pancartes ridicules portant des mots comme vivre, rire, aimer. La vieille photo de maman et moi sur la table d'appoint avait disparu. À la place, trônait un portrait de famille avec papa, Diane et Maya. J'ai dégluti difficilement, la gorge serrée, mais j'ai tenté de rester calme. Dans le salon,
papa était assis dans l'ancien fauteuil de maman, celui où elle s'installait avec un livre après le travail. Il a levé les yeux de sa tablette et m'a regardé avec un air surpris, presque coupable. Maya était affalée sur le canapé, les écouteurs dans les oreilles, le nez dans son téléphone. Elle m'a à peine adressé un regard. « Salut, t'es rentré ?» a dit papa avec un enthousiasme visiblement forcé. « Oui » ai-je répondu en esquissant un sourire. « Pourquoi la serrure a-t-elle été changée ?» Papa s'est gratté la nuque, comme il le faisait toujours quand il était nerveux. « Ah ça, je l'ai changé le mois dernier. Il y a eu plusieurs cambriolages dans le quartier, alors, tu comprends, pour la sécurité. Et tu n'as pas pensé à me donner une nouvelle clé ?» Ma voix est sortie plus sèche que je ne l'aurais voulu, mais l'ambiance était déjà étrange. Diane, qui planait derrière moi, s'est empressée d'ajouter, « On ne pensait pas que tu arriverais si tôt. » J'ai terminé mes études la semaine dernière, ai-je dit en les regardant tour à tour. Je vous avais dit que je revenais m'installer ici pour mon travail. Je vous ai même envoyé la date exacte de mon retour. Diane n'a rien répondu. Elle a juste croisé les bras et m'a fixé comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Papa s'est levé et a désigné le bureau. « Ellie, on peut parler en privé une minute ?» Je l'ai suivi, toujours avec ma valise à la main, le cœur battant. Le vieux bureau de maman semblait à peu près intact, bien que j'ai remarqué que certains de ses livres avaient été repoussés pour laisser de la place aux affaires de Diane. Papa ferma la porte derrière nous et, lorsqu'il se retourna vers moi, je le vis. Il était nerveux, comme s'il savait déjà que ce qu'il s'apprêtait à dire allait me mettre en colère. « Écoute » commença-t-il d'une voix basse, « il faut que je te dise quelque chose. » Ces mots m'ont donné un nœud à l'estomac. Papa hésitait, les mains agitées le long du corps. « Diane croit que cette maison m'appartient, que je t'ai laissé y vivre après la mort de ta mère. » Je le fixai, incapable de comprendre. Il baissa les yeux et soupira. « Je ne lui ai jamais dit la vérité. Que ta mère avait acheté cette maison et te l'avait léguée. Je lui ai raconté que je l'avais donnée à ta mère après notre divorce, et qu'elle m'était revenue à son décès. Je ne pouvais pas parler, je restais là à le regarder, comme si l'air m'avait été arraché des poumons. Ma maison. La maison de maman. La seule chose qu'elle avait défendue jusqu'au bout pour que je sois en sécurité. Et il avait menti à Diane pendant 4 ans. Je n'avais pas le choix, Ellie, continua-t-il sans me regarder dans les yeux. Tu ne comprends pas ce que c'est. Diane n'aurait jamais accepté de vivre ici si elle avait su que la maison ne m'appartenait pas. J'ai retrouvé ma voix, même si elle tremblait. Donc tu lui as laissé croire qu'elle possédait ma maison ? Et maintenant je suis censée quoi, disparaître ? Il m'a attrapé par le bras, suppliant. Non, non, ce n'est pas ça. Laisse-moi juste un peu de temps pour arranger les choses. Je vais lui dire la vérité, je te le promets, mais pas tout de suite. Je ne veux pas gâcher mon mariage. S'il te plaît. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon propre père me demandait de mentir, de les laisser vivre dans ma maison. La maison que maman avait passé sa vie à payer. Tout ça parce qu'il était trop lâche pour dire la vérité à sa femme. Il m'a tendu les nouvelles clés des serrures, mais pour moi c'était fini. J'étais esséurée, trahie. Mais surtout, je me sentais stupide d'avoir cru en eux. J'ai fait semblant d'accepter qu'il allait régler la situation, mais au fond de moi, je savais déjà que ça finirait mal. Ce soir-là, au dîner, la tension était si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Diane était assise en bout de table, souriante comme si de rien n'était, mais je la surprenais à me lancer des regards furtifs, aiguisés et calculateurs, qui me glaçaient le sang. Maya m'ignorait complètement, et papa ne parlait presque pas. Je jouais avec ma nourriture, l'esprit en vrac. Ce n'était que le début, je le sentais. Vous savez, parfois les gens n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit pour que vous compreniez exactement ce qu'ils pensent de vous. Vivre avec Diane, c'était devenu ça, une hostilité constante, déguisée en politesse. Et papa n'était pas mieux. Il m'évitait, comme si ignorer la situation allait la faire disparaître. J'avais l'impression d'être entrée chez quelqu'un d'autre et d'y être restée trop longtemps. Sauf que c'était ma maison. Les premiers jours étaient gênants mais supportables. Je passais le plus clair de mon temps dans ma chambre à déballer mes affaires, à échanger des messages avec de vieux amis et à tenter de digérer tout ce que papa m'avait révélé. La tension était d'abord discrète, mais palpable, comme ce silence où l'on sent que des regards vous suivent.
Diane passait parfois dans la cuisine pendant que je préparais un café et lançait des remarques passives comme « Oh, tu es déjà debout, tu dois encore être réglé sur ton rythme universitaire, ou bien tu cuisines pour toi ce soir, je ne savais pas que tu mangeais à la maison. » Elle ne criait jamais, mais chaque phrase portait une pointe d'agacement qui hurlait « Tu n'as pas ta place ici. » Puis les choses ont rapidement dégénéré. Un mercredi matin, j'étais sur le point de lancer une machine. J'avais laissé mon linge trier dans la buanderie et j'étais allé chercher de la lessive. En revenant, j'ai trouvé Diane en train de sortir mes vêtements du tambour et de les jeter dans un panier. Mes chemises blanches se retrouvaient mélangées avec du linge foncé encore sale. Je me suis figée, la regardant un instant. « Oh » dit-elle comme si elle venait à peine de me voir. Je croyais que c'était le panier de Maya. « Tu devrais vraiment étiqueter tes affaires. » Ils étaient triés, ai-je répondu d'un ton plat. Et Maya ne fait même pas sa propre lessive, n'est-ce pas? Son sourire était tranchant. Eh bien, je ne peux pas gérer le bazar de tout le monde ici. Elle a pris sa tasse de thé et est sortie, me laissant là avec mes vêtements froissés. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle cherchait à me faire réagir, à provoquer une scène. Mais je n'allais pas lui faire ce plaisir. Ce soir-là, au dîner, elle avait préparé juste assez de nourriture pour 3 personnes. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque je suis arrivée à table et que j'ai vu 3 assiettes servies, une pour elle, une pour papa et une pour Maya. Elle a levé les yeux vers moi et a dit à Ellie, « Je pensais que tu mangeais à l'extérieur ce soir. » Tu n'as rien dit. J'habite ici, ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Tu ne nous as pas prévenus, rétorqua-t-elle en haussant les épaules avec un faux sourire. Il y a du pain dans le garde-manger si tu as faim. Je suis restée là, une seconde, me demandant si je devais partir ou exploser. Finalement, j'ai juste pris mon manteau et je suis sortie. Je ne pouvais pas supporter de rester face à eux une seconde de plus. J'ai fini au petit restaurant du coin, seule avec un sandwich, à envoyer un message à une vieille amie du lycée. « S'il te plaît, dis-moi que tu es libre demain. Il faut que je sorte de cette maison. » Le lendemain, j'ai retrouvé mon amie Émilie. Elle vivait toujours dans les environs. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, elle m'a lancé ce regard écarquillé qu'on a quand on n'arrive pas à croire ce qu'on entend. « Attends, ils vivent dans ta maison, et ils agissent comme si c'était toi l'invité ? Ellie, c'est quoi ce délire ? Je ne sais pas quoi faire, ai-je avoué. Papa est trop lâche pour dire la vérité à Diane, et elle essaie de me pourrir la vie. J'ai l'impression de devenir folle. On a passé l'après-midi ensemble à discuter de nos vies, pendant quelques heures, j'ai presque eu l'impression d'être moi-même à nouveau. Émilie a même plaisanté, si elle continue à te pousser à bout, je débarque et je lui remets les idées en place. Cela m'a fait sourire, mais en rentrant à la maison, l'angoisse est revenue d'un coup. La maison était plongée dans le noir et le silence. J'ai allumé la lumière du couloir et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes chaussures, que j'avais laissées soigneusement rangées près de la porte, avaient été déplacées dans le placard à manteau. C'était un détail insignifiant, mais le message était clair. Diane ne voulait voir aucune trace de moi dans son espace. Au cours de la semaine suivante, elle a redoublé d'efforts. Je me réveillais et retrouvais mes affaires déplacées. Ma tasse de café avait mystérieusement été repoussée au fond du placard. Mon courrier s'était retrouvé dans une pile de prospectus inutiles. Un matin, je suis allée prendre une douche, pour découvrir que l'eau chaude était glaciale. Maya, comme par hasard, avait pris une douche de 45 minutes juste avant moi. Diane, avec un sourire fin, avait dit « Oh Ellie, il va falloir te lever plus tôt. » Maya grandit, elle met plus de temps maintenant. Ce qui m'a le plus blessée, c'est de voir Maya changer. Petite, elle me suivait partout comme une ombre. Elle m'appelait sa grande sœur et me suppliait de lui tresser les cheveux. Maintenant, elle levait les yeux au ciel dès que j'entrais dans une pièce, en murmurant des choses comme « Elle est tellement paresseuse, maman. » Je l'ai même entendu dire au téléphone « Je ne sais pas pourquoi elle est encore là, cette maison n'est même pas à elle. » Ça m'a fait plus de mal que je ne veux l'admettre. Et puis, il y avait papa. Je le jure, je pouvais sentir qu'il m'évitait. Il rentrait tard, sortait marcher dès que Diane commençait à m'attaquer devant lui. Si j'arrivais à le coincer seul pour lui parler, il marmonnait quelque chose à propos de préserver la paix. La paix pour qui ? J'ai atteint ma limite le jour où Diane a déplacé le vase préféré de maman. Il avait toujours été posé sur la cheminée.
Un magnifique vase en céramique décoré de fleurs bleues, là depuis aussi loin que je me souvienne. Un jour, je suis rentrée et je l'ai trouvé relégué sur une étagère quelconque dans un coin, presque caché. À sa place, il y avait l'un des objets rustiques et kitsch de Diane, un vilain panneau en bois avec écrit douceur de vivre. Je l'ai confronté directement. Pourquoi as-tu déplacé le vase? Oh, a-t-elle répondu sans même lever les yeux de sa tablette, je trouvais qu'il n'allait pas avec le nouveau style que je veux donner ici. Je suis sûre que tu comprends. Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Ce vase, ce n'était pas qu'un objet décoratif. C'était un fragment de maman, un souvenir. Diane n'avait aucun droit d'y toucher. Ce soir-là, j'ai commencé à faire mes valises dans ma tête. Je n'étais pas encore prête à agir, mais je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Le samedi matin est arrivé, et j'avais le sentiment d'être une invitée de trop dans ma propre maison. L'hostilité de Diane était devenue si pesante que même entrer dans la cuisine me donnait l'impression de pénétrer sur un territoire ennemi. J'évitais les espaces communs quand elle ou Maya étaient là, simplement pour préserver ma santé mentale. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait. Je me suis réveillée dans un silence total. Aucun bruit de casserole venant de la cuisine, aucun son de musique pop provenant de la chambre de Maya, et pas de bulletin d'information à la télé. C'était troublant. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être sortis prendre un petit déjeuner, mais la maison semblait abandonnée. Trop propre. Les plans de travail de la cuisine étincelaient. La table de salle à manger était vide. Même les chaussures, habituellement éparpillées près de la porte d'entrée, avaient disparu. Je suis restée là, pieds nus, encore en pyjama, le cœur lourd. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. Aucun message, aucun appel manqué. J'ai d'abord essayé d'appeler papa. Messagerie directe. C'est étrange. J'ai réessayé. Même chose. À ce stade, je sentais que quelque chose n'allait pas. Peut-être que je devenais paranoïaque à force de vivre sous tension avec Diane, mais je ne pouvais pas me défaire de cette impression. Finalement, j'ai appelé Diane. J'étais sur le point de raccrocher après la 4e sonnerie lorsqu'elle a décroché. Sa voix était sèche. Qu'est-ce que tu veux? Son ton m'a complètement prise de court. Je voulais juste savoir où vous êtes. Je me suis réveillée et la maison est vide. Elle a ri. Pas un rire normal. Un son cruel et méprisant qui m'a glacé le sang. Oh, on ne t'a pas dit? On est aux Maldives. Tu sais, plages ensoleillées, hôtels de luxe, tout ça. J'ai cligné des yeux, serrant le téléphone plus fort. Quoi? Aux Maldives? Vol en première classe et tout le reste, ajouta-t-elle avec un ton faussement enjoué. On ne t'a rien dit parce qu'honnêtement, on ne voulait pas que tu viennes. Tu n'es pas vraiment en mesure de payer ta part, si? Mon estomac s'est noué. De quoi tu parles? C'est laquelle a laissé tomber le masque. Je parle de toi, qui vis dans notre maison comme une gamine pourri gâtée, cracha-t-elle. Ton père est trop faible pour te le dire, mais moi non. Tu profites de nous, Ellie. Tu squattes chez nous depuis bien trop longtemps. Tu sais à quel point c'est humiliant d'avoir une femme adulte qui vit chez nous sans rien payer, pendant qu'on couvre toutes les dépenses? Je pouvais à peine respirer. Mes mains tremblaient. Je me suis effondrée sur une chaise de la cuisine, incapable de tenir debout. Ce n'est pas ta maison, ai-je réussi à articuler. C'est la mienne. Elle m'ignora. C'est fini, Ellie. Quand on rentrera, je veux que tu sois partie. Peu m'importe où tu iras. Tu peux dormir sur un banc, je m'en fiche, mais tu ne restes pas ici. Si tu es encore là quand on revient, je te jetterai dehors moi-même. En arrière-plan, j'entendais Maya rire, et papa dire quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Ce son a planté le couteau encore plus profondément. Diane, ne pense même pas à appeler ton père, me coupa-t-elle d'une voix glaciale. Il est d'accord avec moi. Il est juste trop lâche pour te le dire en face. On a déjà bloqué ton numéro. Bonne continuation, Ellie. Puis elle a raccroché. Je suis restée là, figée, sous le choc, le silence de la maison s'épaississant autour de moi. Je fixais mon téléphone, m'attendant presque à ce qu'elle rappelle pour me dire que c'était une blague de très mauvais goût. Mais elle ne l'a pas fait. Le silence de mon père à l'autre bout du fil avait suffi à tout confirmer. Ils étaient partis en vacances,
profitant d'une île tropicale, pendant que moi, je restais seule dans ce qui était censé être ma maison. Et le pire, c'est qu'ils prévoyaient de me mettre dehors à leur retour. Pendant les premières minutes, je suis restée assise là, l'esprit vide. Je n'arrivais pas à assimiler ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas comprendre que mon propre père avait laissé faire ça. Il ne l'avait pas arrêté. Il ne m'avait pas défendu. Ou bien il avait simplement accepté. Mais le choc n'a pas duré. Il s'est transformé en autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, de la colère. Ils voulaient que je parte ? Très bien. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Cette maison, c'était la mienne. J'ai passé l'heure suivante assise sur cette chaise, à fixer les murs, à repasser la conversation en boucle dans ma tête. La voix de Diane résonnait sans cesse. Parasite. Ingrate. Honteuse. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était la façon dont elle les avait dit. Comme si j'étais une sangsue inutile accrochée à leur vie parfaite. Comme si je n'avais rien à faire ici. Eh bien, je n'allais pas la laisser gagner. Vers midi, j'avais un plan. Première chose, j'ai bloqué leur numéro. Je ne voulais plus entendre parler d'eux. Pas même de papa. Ensuite, j'ai appelé un serrurier en urgence. Il m'a demandé quand je voulais qu'il vienne. Dès que possible, ai-je répondu en essayant de garder une voix calme. Le serrurier est arrivé dans l'après-midi, un homme d'un certain âge avec des yeux bienveillants, qui n'a pas posé trop de questions. Il a changé toutes les serrures de la maison. La porte d'entrée, la porte arrière, le garage, tout y est passé. Ça m'a coûté plus que ce que je voulais dépenser, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Quelqu'un d'autre a des clés pour ces portes ? M'a-t-il demandé en me tendant le nouveau trousseau. Plus maintenant, ai-je répondu. Une fois les serrures changées, j'ai attrapé des sacs poubelles et des cartons, et j'ai commencé à emballer leurs affaires. J'en avais fini de faire semblant que tout allait bien. Si Diane et papa pensaient pouvoir revenir dans ma maison comme si de rien n'était, après m'avoir traité comme une moins que rien, ils allaient avoir une sacrée surprise. Je suis allée pièce par pièce. Les vêtements de marque de Diane, emballés. Ses produits de beauté envahissant la salle de bain, rangés dans un sac. Les jouets, les fournitures scolaires de Maya, tout ce qu'elle avait laissé traîner, mis en boîte. Les clubs de golf de papa, ceux dont il se vantait mais qu'il n'utilisait jamais, direction le garage. Quand j'ai terminé, le soleil se couchait, et le garage débordait de leurs affaires. C'était épuisant, mais terriblement libérateur. Comme si je reprenais possession de mon espace, morceau par morceau. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé, regardant l'espace vide, nettoyé, qui avait été envahi pendant des années. C'était étrange, silencieux. Mais c'était aussi chez moi à nouveau. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis une éternité. J'ai préparé une tasse de café, je me suis assise dans le vieux fauteuil de maman et j'ai regardé les rayons du soleil traverser la fenêtre. Je savais que ce n'était que le début. Diane n'allait pas en rester là. Et papa ? Je ne savais plus à quoi m'attendre. Mais une chose était sûre, je ne partirai pas. C'est un vendredi soir que la tempête a éclaté. Je m'y attendais, pour être honnête. J'avais passé toute la semaine à me préparer mentalement à l'explosion qui viendrait forcément lorsqu'il rentrerait et découvrirait ce que j'avais fait. J'avais même répété ce que je dirais, encore et encore, pour ne pas me laisser déstabiliser, ni leur laisser une seule ouverture pour me manipuler. Cet après-midi-là, je suis rentrée du travail, j'ai déposé mon sac près de la porte, et j'ai remarqué à quel point la maison était calme. Pas ce calme vide et inquiétant du matin après l'appel de Diane. Non, ce calme-là était le bon. Il ressemblait à la paix. Ma paix. Je venais à peine de m'installer avec mon ordinateur portable pour consulter mes courriels quand j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Le crissement des pneus sur le gravier m'a tordu l'estomac, mais je me suis forcée à rester calme. Je ne bougeais pas du canapé pendant que j'entendais les portières claquer, des pas précipités sur l'allée, puis le bruit de Diane qui tentait, en vain, d'ouvrir la porte d'entrée. Elle a commencé à frapper dessus immédiatement. Ellie. Sa voix était déjà stridente. Ellie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la porte ne s'ouvre pas ?
Je l'ai laissé cogner encore une trentaine de secondes avant de me lever, de prendre les nouvelles clés sur le comptoir et d'aller vers la porte. J'ai pris mon temps pour la déverrouiller, savourant ce bref moment de silence dans ses cris. Quand j'ai enfin ouvert, je suis tombée nez à nez avec le visage furieux de Diane. Ses cheveux étaient en désordre, son teint rouge, et elle avait l'air prête à m'arracher la tête. Derrière elle, papa se tenait raide et mal à l'aise, regardant partout sauf vers moi. Maya était restée près de la voiture, les bras croisés, l'air renfrogné. « Qu'est-ce que tu as fait ?» exigea Diane en me bousculant pour entrer. « Pourquoi as-tu changé les serrures ?» Je me suis écartée pour la laisser passer tandis qu'elle tempêtait. Papa la suivait en silence, les épaules voûtées, évitant toujours mon regard. Maya traînait derrière, serrant son téléphone comme si c'était sa bouée de sauvetage. Diane s'est immédiatement tournée vers moi. « Je veux une explication, tout de suite. » J'ai croisé les bras et j'ai soutenu son regard sans broncher. « C'est très simple, ai-je dit. C'est ma maison. Vous n'y vivez plus. » Sa bouche s'est ouverte, comme si je l'avais giflé. « Ta maison ? » Oui, ma maison. Celle que ma mère a achetée. Celle qu'elle m'a léguée. Celle dans laquelle tu vis sous un mensonge depuis 4 ans. Pendant une fraction de seconde, la pièce est restée silencieuse. Diane a regardé papa, le visage empli de confusion et de colère grandissante. De quoi est-ce qu'elle parle ? Papa n'a rien répondu, il restait là, figé. Je me suis tournée vers lui, la voix dure. Dis-lui, papa. Dis-lui la vérité. Diane s'est retournée vers lui d'un coup sec. Quelle vérité ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Papa a murmuré quelque chose d'un accent grave peine audible, sa voix si basse que j'ai cru qu'il s'étouffait avec sa propre culpabilité. Parle plus fort, a tranché Diane. De quoi elle parle, Richard ? Papa a enfin levé les yeux, le visage pâle. C'est vrai, a-t-il dit d'une voix faible. Cette maison, ce n'est pas la mienne. Elle ne l'a jamais été. Sarah l'a achetée avant notre mariage. Elle l'a léguée à Ellie dans son testament. Pendant un instant, Diane l'a juste fixée, clignant des yeux comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle venait d'entendre. Puis son visage est devenu cramoisi. Tu m'as menti. Papa a sursauté comme si elle venait de le frapper. Je ne voulais pas dire. Tu m'as dit que c'était ta maison, a-t-elle hurlé. Tu m'as dit que tu laissais Ellie rester ici par bonté d'âme. Tu te rends compte du ridicule dans lequel tu me mets ? Sa voix était si forte que j'étais certaine que les voisins entendaient, mais je m'en fichais. Quel cri ! Quelle face sa crise ! J'avais passé des semaines à me sentir étrangère chez moi. Elle pouvait bien faire face à un peu de réalité. Diane s'est tournée vers moi, les yeux en feu. Espèce de petite ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi ? Je l'ai coupé. Tout ce que vous avez fait pour moi ? Comme quoi ? Essayer d'effacer ma mère de cette maison ? Me traiter de parasite ? Prévoir de me foutre à la porte ? Ce n'est pas de l'aide, Diane. Elle a voulu répliquer, mais je n'en avais pas fini. Tes affaires sont dans le garage. Prends-les et pars. C'est là que Maya a enfin ouvert la bouche. Maman, partons, dit-elle d'une voix basse. Et pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la colère dans son regard. Peut-être de la gêne. Elle m'a regardé une demi-seconde avant de détourner les yeux. Mais encore une fois, Diane l'a ignoré. Nous ne partons pas, a-t-elle grondé. C'est notre maison aussi. Non, ai-je dit d'une voix ferme. Ce n'est pas le cas. C'est la mienne. Et je veux que vous partiez. Papa s'est enfin avancé, l'air de vouloir tout arranger d'une phrase. Ellie, s'il te plaît, a-t-il dit d'une voix tremblante. On n'a nulle part où aller pour le moment. Donne-nous juste quelques semaines. J'ai levé la main. Non. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, ma chérie. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on est une famille. Une famille ne se traite pas comme ça, ai-je rétorqué. Tu as laissé faire tout ça. Tu as laissé Diane croire que cette maison était à elle. Tu l'as laissé me traiter comme une moins que rien. Et tu n'as rien dit. Papa n'avait rien à répondre à cela. Il regardait simplement le sol comme un enfant qu'on venait de gronder. Diane, en revanche, n'était pas prête à abandonner. Tu es une fille égoïste, cracha-t-elle.
Tu te crois au-dessus de tout le monde à cause de cette maison. Tu ne l'aurais même pas si ce n'était pas pour ton père. J'ai ri, un rire amer. Mon père n'a rien à voir avec cette maison. Maman l'a achetée avec son propre argent, bien avant que toi ou lui ne fassiez partie du tableau. Elle a veillé à ce qu'elle me revienne, parce qu'elle savait que je ne pourrais pas compter sur lui. Cela l'a réduite au silence. Je me suis tournée de nouveau vers papa. Tu peux prendre tes affaires et partir. J'en ai fini avec cette histoire. Pendant un instant, personne n'a bougé. Diane me fixait comme si elle allait me sauter à la gorge, mais papa a finalement hoché la tête, les épaules affaissées, vaincu. Très bien, a-t-il murmuré. Il leur a fallu environ 1 heure pour charger leurs affaires dans la voiture. Diane n'a pas cessé de grommeler, marmonnant des insultes, me traitant d'ingrate. Papa avait l'air vidé. Maya restait silencieuse, aidant à porter les cartons sans dire un mot. Une fois qu'ils eurent terminé, papa a frappé à la porte une dernière fois. Je ne l'ai pas ouverte. Je les ai regardés partir depuis la fenêtre. On entendait encore faiblement la voix de Diane à travers la vitre. Et puis, la maison est redevenue silencieuse. Pour la première fois depuis des années, elle semblait à nouveau m'appartenir. Elle appartenait à maman. Je me suis assise sur le canapé et j'ai enfin expiré un souffle que je retenais sans m'en rendre compte. Ils étaient partis. Enfin. Cela fait maintenant 2 mois. Papa essaie encore d'appeler depuis des numéros inconnus, mais je ne décroche pas. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Et honnêtement, je ne veux pas. Je me concentre sur moi. Mon travail se passe bien. Je me suis fait des amis au bureau. Et peu à peu, je guéris de tout ça. J'ai planté de nouvelles roses dans le jardin de maman. Une variété qu'elle aurait adorée. Et je retrouve enfin la paix ici. À ceux qui lisent ceci et qui vivent des relations familiales toxiques, parfois, il faut lâcher prise. Vous ne devez rien à ceux qui vous volent votre paix intérieure. Maman a fait en sorte que j'ai toujours un foyer. Et maintenant, je fais en sorte de lui rendre hommage en y vivant comme elle l'avait voulu.